Les grands enseignements du Covid. Alors bien sûr, cette épidémie a eu de multiples répercussions sur notre quotidien, mais nous allons voir quels ont pu être les progrès pour les scientifiques. Des progrès en termes d'identification très rapide du virus, en termes de mise au point d'outils diagnostiques, en termes d'identification de stratégies vaccinales, pour ne citer que 3 exemples. Et donc pour évoquer ces sujets, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Fischer, immunologue et président de l'ancien conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Bonjour, Monsieur Fischer, on est ravis de vous accueillir. Et donc, pour modérer cet échange, Anne Chamblanc, journaliste Santé du Point, responsable éditorial des événements. On peut applaudir également. Que nous a enseigné le Covid? Anne, je vous passe tout de suite la parole. Merci. Alors, moi, je voulais d'abord dire combien je suis heureuse et flattée qu'Alain Fischer ait accepté notre invitation. Parmi ses autres titres, c'est quand même un monsieur qui a fait beaucoup de travaux sur la thérapie génique, qui a réussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette histoire de bébés bulles, qui étaient des bébés nés avec des déficits immunitaires et qui vivaient dans une bulle. Il a réussi à les faire sortir de leur bulle, et ce n'est pas une plaisanterie, c'était vraiment un travail magnifique. Et puis, donc, il a été très, très investi pendant cette période de Covid. Et donc, Alain Fischer, merci encore d'être là. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'épidémie aujourd'hui ? Oui, bonjour, merci de l'invitation. Donc, l'épidémie de Covid dure depuis novembre 2020 à peu près, en tout cas si on la place à son début en Chine, clairement en France, disons janvier 2021. Et on est à l'amorce d'une 8e vague. Alors ça peut paraître énorme, mais c'est un fait. Il se passe que, je pense qu'on va en reparler, que le virus évolue et donc crée des variants qui ont un avantage et qui lui permettent de temps en temps de reprendre le dessus, ce qui se passe à nouveau un petit peu ces jours-ci. Vague ou tsunami ? Vague. Vague, c'est mieux déjà. Et dans le concept de vague, il y a 2 points. Il y a le nombre de cas, et plus important, le nombre de cas graves. Je pense qu'on viendra tout à l'heure sur l'effet de la vaccination, qui évite pour l'essentiel les formes graves, mais évite pas aussi bien les infections. Donc à la limite, c'est pas très grave d'avoir beaucoup d'infections, pourvu qu'on ait peu de cas graves. Donc le point critique, c'est de suivre la courbe des personnes, le nombre de personnes chaque jour qui sont hospitalisées, malheureusement qui remonte un peu. Donc il faut tout faire pour que cette courbe que la vague soit la plus faible possible. Et alors, donc, on parle toujours de nouveaux variants, donc c'est un virus qui mute beaucoup. Est-ce que c'est très différent, par exemple, du virus de la grippe, pardon. Est-ce que c'est assez fréquent d'avoir des virus qui sont aussi mutants, avec des formes aussi différentes? Alors, le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus à ARN, c'est que son matériel génétique, c'est de l'acide ribonucléique. Et on sait que les virus à ARN mutent beaucoup. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'une particule virale est fabriquée, donc forcément l'ARN de son génome doit être copié. Et c'est une enzyme du virus qui fait ça. Et l'enzyme se trompe un peu, fait des fautes d'orthographe si on veut, imaginons qu'on copie un texte. Et une fois de temps en temps, cette faute d'orthographe, elle est bénéficiaire au virus, qui lui donne un avantage de se répliquer plus vite, d'infecter plus ou de résister mieux à la réponse immunitaire. Donc le virus de la grippe, il fait pareil, enfin c'est pas exactement pareil, mais dans le principe c'est la même chose. C'est pour ça que chaque année on est obligé de se revacciner contre des souches un peu différentes. Puis de temps en temps il y a des grandes variations. Pour le SARS-CoV-2, ce sont plutôt des petites variations, mais beaucoup. Il y a un registre mondial de tous les variants connus, et il y en a enregistré des dizaines de milliers, et il y en a probablement beaucoup d'autres qui sont passés sous le radar parce qu'ils n'ont pas eu d'impact. Mais ça veut dire que on peut avoir aussi une variation délétère pour le virus, et donc qu'il le rende moins méchant, voire létal? Pour lui-même, oui, mais dans ce cas-là, cette particule virale-là est perdue, oui, et il passe inaperçu. Dans ces variations, beaucoup sont neutres, oui. Quelques-unes sont néfastes au virus, mais on ne les voit pas par définition, et on voit les quelques-unes qui apportent un avantage au virus. C'est très darwinien, hein, c'est un phénomène de sélection continue du virus, en plus en contact avec notre système immunitaire. Il se défend, entre guillemets, contre nous. Il le fait pas très intelligemment avec le hasard, mais de facto, ça leur revient à cela.
Alors, avant de rentrer plus sur les détails du virus, vous semblez craindre cette année qu'il y ait en plus une réactivation du virus de la grippe et que les deux combinés soient un petit peu embêtants pour cet hiver. Oui, compte tenu des mesures de protection que nous avons collectivement respectées, on peut le souligner au passage, les Français râlent beaucoup, mais in fine ont respecté pour l'essentiel jusqu'à présent les gestes barrières, et du coup, évidemment, on prévient la contamination par le SARS-CoV-2, mais aussi par d'autres virus respiratoires, dont le virus de la grippe. Si bien que les 2 dernières années, au moment où on attend les pics d'épidémie grippaux, c'est-à-dire l'hiver et fin d'hiver, ces pics ont été faibles. Donc globalement, nous ne sommes pas beaucoup immunisés naturellement, par l'infection, je veux dire, contre la grippe au cours des 2 dernières années. Donc ça ouvre un risque, ce n'est pas inéluctable, mais ça ouvre un risque que l'épidémie qu'il y aura forcément, chaque année il y a une épidémie de virus, et on ne sait pas lequel, quelles sont ses caractéristiques propres, mais ça ouvre un risque que nous soyons globalement en situation de défense un peu plus faible à l'égard de ce virus, et donc qu'il puisse provoquer une épidémie plus forte, plus de cas graves. Et il s'avère que par ailleurs, les personnes à risque de faire des grippes sévères sont les mêmes, en gros, même en détail, que les personnes à risque de faire des Covid sévères, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes malades, les femmes enceintes. Donc il y a une nécessité, en fait, de se protéger au même moment contre les 2 virus. C'est ce qu'il va falloir faire dans les semaines qui viennent. Vous dites qu'on n'a pas d'idée encore pour le virus de la grippe de cet hiver, mais normalement, on regarde ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Est-ce que ça a été particulièrement grave dans l'hémisphère sud récemment ? Alors en Australie, effectivement, puisque c'est décalé de 6 mois par définition, hiver austral, etc., c'était un peu moins bien, mais on ne peut pas complètement en déduire ce qui va se passer chez nous, même si évidemment c'est le seul moyen d'essayer de faire un tout petit peu de prédiction, mais il peut encore y avoir des variations, et les histoires en plus des populations en termes de protection ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je ne tirerai pas trop d'extrapolation des données australiennes, mais qui montrent qu'il y a eu une épidémie assez forte en Australie cet été pour nous. D'où le conseil de se vacciner, d'autant plus que ce qu'on disait il y a 2 ans doit encore être valable. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné contre la grippe et que vous avez un phénomène grippal, entre guillemets, on peut plus facilement penser rapidement à un Covid. Ça permet de faire un diagnostic différentiel ? Oui, dans une certaine mesure. Le vaccin contre la grippe, malheureusement, ne protège pas à 100%. Je ne sais pas à quel niveau sera la protection cette année, mais disons en moyenne, c'est 50-60%. C'est moins bien que l'effet de protection apporté par le SARS-CoV-2. Mais en tout état de cause, il est surtout important d'éviter qu'il y ait une épidémie et que les personnes fragiles soient frappées éventuellement 2 fois, avec les conséquences qu'on imagine au niveau de chaque individu et au niveau de notre système de santé, qui pourrait se trouver débordé si les choses tournaient mal par une double épidémie, par ces 2 virus respiratoires provoquant des pneumonies graves. Alors je voudrais qu'on parle maintenant des apports, qu'on fasse un petit peu de positif quand même sur cette histoire qui nous a un peu embêté la vie pendant 2 ans. Il y a eu d'abord des capacités formidables dans la possibilité d'identifier de façon très rapide un nouveau virus pathogène. Vous nous expliquez un petit peu ces progrès qui sont notamment liés à ces derniers virus ? Oui, grâce au progrès de la recherche scientifique et des technologies développées à partir de la recherche scientifique. Là, je fais allusion plus spécifiquement aux connaissances du génome, et donc le génome, les matériels génétiques de chaque être vivant, et nos capacités techniques de séquencer, c'est-à-dire d'identifier le code, vous savez, des lettres responsables du code génétique. On peut aujourd'hui extrêmement rapidement identifier un virus et sa séquence. C'est ce qui s'est passé pour le SARS-CoV-2, puisque premier cas, disons à peu près en novembre, virus identifié, séquence génétique du virus connu en janvier. Donc on n'a jamais vu ça dans l'histoire des épidémies. Même pour le VIH, il y a 40 ans, entre le début de l'épidémie, 79-80, l'identification du virus et son séquençage, identification c'est 83, et séquençage c'est encore quelques années plus tard. Vous voyez, même en 40 ans, les progrès ont été considérables. Et c'est très important, c'est pas juste mettre un nom sur un virus et une séquence d'ARN en l'occurrence, c'est aussi à partir de là travailler, faire développer des outils diagnostiques, les PCR, qui ont été immédiatement mis en place, très très vite, donc finalement au bout de quelques semaines, et puis, je pense qu'on va en reparler, ça a été la base du développement du vaccin, et d'une manière générale des connaissances, la compréhension des mécanismes, comment ce virus nous rend malade. Ça veut dire qu'on ne sera plus jamais pris au dépourvu par un virus émergent ? Ça dépend ce que vous entendez par pris au dépourvu. Je pense qu'en tout état de cause, on détectera toujours assez vite la cause et
l'agent infectieux et son génome. Maintenant, il peut quand même, c'est pas pour autant qu'on maîtrise tout, on l'a bien vu avec le SARS-CoV-2, malheureusement quand même, il y a officiellement 6 500 000 morts dans le monde, plus probablement 17-18 millions quand même. Hein. Quand même. Donc c'est quand même une affaire sérieuse, très sérieuse. En France, c'est 155 000 morts à peu près. Donc ces avancées scientifiques sont indispensables, mais ne sont pas suffisantes. Il faut aller plus loin. Elles permettront quand même de limiter le temps de latence entre l'apparition du virus et la première réaction envisageable. Oui, je pense que ça permet d'aller vite à des outils diagnostiques. Outils diagnostiques, ça permet d'isoler les gens, etc. Enfin, comme on l'a vu en utilisant les tests PCR. Donc c'est un énorme acquis d'avoir très vite des tests diagnostiques. Et alors donc du test au vaccin, hein, on est allé très très vite aussi. Dans la France, pays de Pasteur, bon, malheureusement, ce n'est pas nous qui avons les premiers vaccins, mais globalement, de toute façon, ces travaux ont servi au monde entier. Et donc, racontez-nous un petit peu comment ces vaccins ont pu arriver aussi rapidement. Absolument. On peut dire un bilan. En France, aujourd'hui, on en est à 150 millions de doses de vaccins administrés. On n'a là aussi jamais vu ça à l'égard d'aucun agent infectieux. Et là aussi, on entend beaucoup de personnes râler, etc. Mais de facto, la grande majorité des Français ont suivi ce qui était les consignes raisonnables, c'est de se faire vacciner et de recevoir les rappels. Donc là, il y a une histoire scientifique, mais aussi politique et économique assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'entre janvier 2020, moment où on identifie la séquence du génome, et décembre 2020, ça fait 11 mois, eh bien, ont été mis au point, il y en a plusieurs, des vaccins, et ils ont commencé à être administrés massivement aux populations. 11 mois, c'est une performance inouïe. Au préalable, les vaccins qui avaient été le plus rapidement mis en place, c'est pour Ebola, maladie infectieuse terrible en Afrique, c'est quelques années, et nos vaccins classiques, c'est 10 ans et plus. Alors cela soulève immédiatement la question, mais est-ce que tout ça n'a pas été fait trop vite? Et on entend des gens qui, soit de façon sincère, soit de façon moins sincère, disent ça a été trop vite, donc je ne prends pas d'un tel vaccin. La réponse, c'est que ça n'a pas été trop vite, parce que malgré le fait, et je vais expliquer pourquoi, ça a été fait vite, ça a été fait en toute rigueur. C'est-à-dire que toutes les étapes classiques de mise au point de vaccins, qui dans le temps mettaient des années, ont pu être menées en quelques mois, parce que tout a été fait simultanément et non pas étape après étape. D'habitude, on fait d'abord, on met au point un vaccin, on l'administre à des animaux, on regarde les résultats, on fait des premières études cliniques chez l'homme, et puis on attend les tout premiers résultats, passer une autre phase, etc., etc. Puis après, on produit, et puis bref, tout ça prend un temps fou. Là, tout a été fait en même temps pour gagner du temps, et cela a été rendu possible, il faut le dire, par essentiellement l'administration américaine, des États-Unis, qui a investi plus de 10 milliards de dollars, c'est une somme assez considérable, donnée aux industriels, de telle manière qu'ils en fait, les industriels ont pris zéro risque, du coup, permettant de tout faire en même temps. Mais il faut ensuite, je reviens un instant en arrière, au moins pour la technologie nouvelle des vaccins ARN, qui est la première fois qu'ils sont appliqués chez l'homme, mais je vais dire une chose qui peut paraître une phrase un peu curieuse, c'est que le SARS-CoV-2 est arrivé au bon moment. Le bon moment, ça veut dire qu'il y a eu au préalable, en fait, si en toute rigueur, 60 années de recherche, d'abord fondamentale, et puis de biotechnologie, avec des chercheurs souhaitaient utiliser l'ARN pour immuniser contre le cancer, en fait. Pensez pas, évidemment pas au SARS-CoV-2 qui n'existait pas, mais même pas à d'autres maladies infectieuses, pensez au cancer. Il y a eu donc des tonnes de recherches effectuées par un certain nombre de gens, Catalina Carico, dont le nom est maintenant assez célèbre, Drew Weissman, et puis en Allemagne, Turecci et Osgour, et qui ont permis d'avancer très bien sur comment il y a eu des modifications de l'ARN, enfin je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais qui ont permis de mettre au point ces vaccins. Et donc au moment où le SARS-CoV-2 est arrivé, il n'y a eu que, entre guillemets, à appliquer la technologie à ce virus. Et il n'y aurait pas eu en amont ces dizaines d'années de recherche, ça ne serait pas passé. Donc il y a eu à la fois, vous voyez, une espèce de concours de circonstances, mais la base, c'est les avancées de la recherche scientifique, il faut quand même le dire, et puis un investissement massif, essentiellement nord-américain. L'Europe était un peu à la traîne, je dois dire, malheureusement, mais qui ont permis donc de faire toutes les étapes, tester chez l'animal, tester chez l'homme en comparaison avec un placebo, comme il faut faire, s'assurer de la sécurité des vaccins, les produire en milliards de doses, et hop, on commence l'administration en décembre dernier. Pas dernier, 2020. Oui.
Et donc cet ARN messager était effectivement l'objet de recherche depuis longtemps, mais c'était essentiellement en cancérologie. En termes d'application, au-delà de choses fondamentales, les idées des chercheurs qui travaillaient dessus étaient plutôt de chercher à renforcer les réponses immunitaires vaccinées contre le cancer, si vous voulez. Ce qui n'est pas évident, je ne suis pas sûr que ça va marcher, on continue, on verra. Effectivement, pensez plus à une approche de ce type pour le cancer que pour des maladies infectieuses. Alors vous qui êtes immunologiste, vous dites que vous n'êtes pas sûr, parce que l'immunothérapie du cancer, on dérive un tout petit peu, mais c'est une voie qui semble particulièrement intéressante et pour les gens riches de promesses. Et vous pensez que l'ARN messager ne sera pas demain le traitement? J'ai pas dit que ça ne sera pas, j'ai dit je ne sais pas. C'est pas D'accord. tout à fait pareil. Mais il y a plusieurs stratégies, il y a des anticorps, il y a des thérapies géniques, et maintenant donc des thérapeutiques avec l'ARN. Il faut les tester, elles sont en train d'être testées. Il y a eu beaucoup d'investissements dans ce domaine, et c'est bien qu'il y ait une diversité d'approches. Et comme en vaccination contre le SARS-CoV-2, c'est bien qu'on ait différents types de vaccins, et pour le cancer, c'est bien qu'on ait différentes stratégies d'immunothérapie. Aujourd'hui, contre le Covid, il n'y a finalement plus qu'un seul type de vaccin. Les autres ont été définitivement éliminés. Le vaccin ARN messager est tellement supérieur qu'il va prendre toute la place, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres voies de recherche en parallèle? Alors, il y a quand même eu d'autres vaccins développés qui ont eu leur intérêt, les vaccins fondés, qui sont aussi relativement nouveaux, fondés sur des virus inactivés, ce qu'on appelle des adénovirus. Il y a quand même quelques millions de Français qui ont reçu des doses de ces vaccins et qui marchent plutôt bien, mais qui sont un peu plus compliqués à produire que les vaccins ARN, qui ont un grand avantage de simplicité, et puis qui sont un peu plus compliqués à administrer à des sujets jeunes pour des questions de tolérance. Et puis il y a des vaccins classiques, fondés sur des protéines, avec un adjuvant, comme on fait pour plein d'autres maladies infectieuses. Il y a un vaccin qui n'est pas très connu, mais qui est sur le marché, qui s'appelle Novavax, la société Novavax. Et on attend, on espère, un vaccin de Sanofi de ce type. Voilà. Et puis aussi d'une société espagnole. Donc il n'est pas exclu que dans les mois qui viennent, on ait à disposition non seulement des vaccins ARN, bien sûr, mais aussi de ces vaccins à protéines. Et c'est à nouveau une bonne chose d'avoir différents types de vaccins. Ensuite, on apprend à voir si on peut les combiner, si certains pourraient avoir tel ou tel avantage face à tel ou tel variant. C'est toujours bien d'avoir plusieurs armes à disposition. Il y a un sujet qui nous intéresse tous, hein, enfin tous ceux qui n'aiment pas les piqûres, on est assez nombreux quand même, c'est le vaccin par voie nasale. Quid et pour quand? Alors avant, je vais répondre à cette question parce qu'elle est très importante et c'est clairement un objet majeur de la recherche aujourd'hui. Il y a aussi une voie de recherche dont on ne parle pas, mais peut-être un jour aboutira en termes de vaccination, c'est pour éviter les piqûres, que nous n'aimons pas trop, surtout les hommes en général. En général, oui. Mais c'est de vacciner avec un patch. Oui. C'est pas au point, mais ça serait assez sympa de disposer de vaccins sous forme de patch. Alors, ça arrivera avant le nasal? Avant le vaccin nasal? Je pense pas. Ouais. Non, le nasal est plus proche, mais vous allez voir que c'est bien, mais pas parfait. Donc, il y a énormément de recherches en cours. Il y a même en Chine et en Inde, depuis quelques jours, 2 vaccins de ce type par instillation intranasale qui sont autorisés. Mais on n'a pas les données scientifiques derrière, donc je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Quel est l'intérêt de vacciner par voie nasale, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de piqûre? C'est le fait que ça induit une immunité locale. Par local, je veux dire au niveau du nez et de la gorge. Et pour le SARS-CoV-2, c'est très important parce que c'est là que se passe l'infection. Et c'est là qu'on a des cellules qui sont infectées par le virus et produisent en très grande quantité des particules virales pendant quelques jours, avant même qu'on sache qu'on soit malade. Donc c'est le moment où on contamine les autres. Donc si on peut prévenir cette phase-là, parce que localement, on a induit la production d'anticorps qu'on appelle des IgA, qui sont sécrétés localement et qu'on a des globules blancs, des lymphocytes qui sont présents à proximité et prêts à répondre en cas d'infection, ça serait très très bien. Ça marche plutôt pas mal dans les modèles animaux, il y a des essais cliniques en cours et c'est plutôt encourageant. Il y a un exemple de ce type de vaccin qui est administré à des enfants aux États-Unis, qui est un vaccin contre la grippe, qu'on administre aux enfants avec surtout l'idée d'ailleurs de prévenir le fait qu'ils infectent leurs grands-parents qui sont plus à risque. Mais bon, on ne l'utilise pas en France, mais il est bien toléré, il est assez efficace. Donc c'est très intéressant pour toutes ces raisons. Il y a malheureusement un hic, c'est qu'on sait que l'immunité, donc la production des IgA, les cellules du système immunitaire, ne reste pas très longtemps au niveau du nez et de la gorge. Donc la mémoire immunitaire, c'est le principe de la vaccination, générée par ce type d'immunisation est plutôt moins bonne. Ouais. Donc ça veut dire que si on les a, ça sera très bien, il faudra les utiliser, mais il faudra les combiner avec les autres. Donc on aura quand même la piqûre.
D'accord. Enfin, ça, c'est pas Ah une oui, mais très ça, bonne c'est nouvelle. pas juste. Mais- Ah ben non, ça, c'est pas juste. Nous, moi, des petites gouttes dans le nez une fois par semaine, d'accord, mais... Ok, mais voilà, c'est ainsi, la science en est là. c'est ainsi. Oui. Bon, il faut quand même minimiser, enfin pas minimiser, mettre à sa place ce que représente l'injection du vaccin. Je pense que tout le monde en a Oui, l'expérience, bien sûr, c'est quand même pas bien sûr. grand-chose. Non, non, bien sûr, je plaisante, je plaisante. Cette crise Covid a aussi montré la place des scientifiques. Il y a quand même beaucoup de scientifiques qui sont exprimés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des gens qui, comme vous, ont été dans des organismes officiels. Est-ce que ça a bouleversé un peu la communication scientifique, cette crise de la Covid? Si je peux me permettre, en amont de la communication, je voudrais dire qu'il y a simplement eu l'engagement des scientifiques en tant que scientifiques d'abord. Oui. Beaucoup de scientifiques dans le monde, en France bien sûr, et, en Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu partout dans le monde, se sont mobilisés. Certains ont arrêté leurs projets de recherche pour travailler sur le Covid. C'était d'ailleurs pendant toute une période, quand la phase où il y a eu le confinement, on ne pouvait plus accéder au laboratoire, hein, toutes les recherches sont arrêtées, sauf les recherches sur le Covid. Donc d'une certaine façon, c'est presque une incitation à aller travailler sur le Covid. Moi, je vois dans mon institut, l'Institut Imagine à Paris, il y avait les équipes qui travaillaient sur le Covid qui étaient là et les autres n'étaient pas là. Donc il y a eu je sais pas, des dizaines de milliers de chercheurs dans le monde qui ont travaillé pour comprendre la maladie, mettre au point des thérapeutiques, et ça continue, les vaccins, on en a parlé, etc. etc. Donc ça, c'est quand même peut-être le plus important quand même, et c'est de rappeler que sans recherche scientifique, il n'y a pas de progrès en médecine. Et qu'il faut la recherche scientifique, il faut développer cette recherche scientifique qui n'est peut-être pas tout à fait assez en France. Alors la communication, autre point, et je pense que c'est une fonction, une mission importante des scientifiques. Je pense qu'ils en prennent conscience, un certain nombre d'entre eux en prennent conscience. Et alors, comme toujours, il y a des choses positives et des choses un peu moins positives. Je ne peux pas dissocier totalement la communication scientifique des scientifiques avec le rôle des médias eux-mêmes, parce que forcément, les deux sont liés et ce sont les médias qui invitent les scientifiques. Je pense qu'il y a eu, malgré, peut-être ce que je vais dire va étonner, et malgré un certain nombre de ratés, que globalement, les médias classiques, les médias classiques pour moi sont les radios, les télévisions, la presse écrite, qu'elle soit quotidienne ou pas, ont plutôt bien joué, ont travaillé sérieusement, se sont informés, ont essayé de ne pas propager les multiples fake news qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux. Donc globalement, je pense que c'est plutôt positif et j'espère que cela aura un impact pour la suite, parce qu'il y aura d'autres crises de santé ou dans d'autres domaines. Bon. Et les scientifiques y ont contribué. Évidemment, immédiatement après, on peut dire, oui, mais on a entendu, enfin c'est ce que les gens rapportent et c'est pas faux, des opinions très contradictoires. Ah oui, tout est son contraire, ça c'est sûr. Mais ceci est à peu près inévitable, on est dans un pays de liberté, on ne va pas être derrière chaque personne. Mais globalement, les messages étaient quand même positifs. Alors après, on a eu quelques personnalités que chacun connaît aujourd'hui, trop bien, qui malheureusement ont joué un rôle délétère, qu'il a été difficile de freiner, qu'on n'a pas assez freiné. Je pense que notre communauté scientifique, notre coulpe collective, n'a pas assez bien essayé de faire de la régulation en interne à l'égard de, malheureusement, quelques-uns de nos collègues de Marseille, de Paris ou d'ailleurs, qui sont allés raconter n'importe quoi. Ouais. Mais c'est difficile pour un scientifique rigoureux de communiquer en période d'incertitude, parce que finalement les autres étaient bourrés de certitudes, et vous faisiez part de vos hésitations. C'est pas facile de communiquer dans ces conditions-là. C'est pas que de la communication médiatique, c'est aussi la communication vers les décideurs, hein, vers les bien gouvernants sûr. Bien qui sûr. sont là à vous poser des questions et auxquelles on est obligé de répondre, soit je ne sais pas, soit... parfois on sait quand même, mais je ne sais pas, et c'est une situation évolutive, et il y a plusieurs scénarios possibles, parce que mais je pense qu'il vaut mieux dire cela que de raconter n'importe quoi. Et je pense que les politiques, finalement, regrouper la classe politique et nos concitoyens, sont prêts à entendre des messages « je ne sais pas », pourvu qu'ils soient explicités, en donnant les tenants et les aboutissants. Et je pense que c'est un type de communication qui est plus efficace qu'une communication assénant des pseudo-vérités, qui est même extrêmement dangereuse. Oui. Mais c'est vrai, alors maintenant si je bascule du côté des politiques, pour eux qui ont encore à prendre des responsabilités de décision, c'est pas facile de prendre des décisions face à des incertitudes, mais ça a été la réalité de toute cette épidémie, c'est qu'on n'a pas parfaitement maîtrisé ce qui allait se passer dans 8 jours ou dans 6 mois, et de choisir la meilleure option.
Une bonne campagne de communication sur ce type de sujet, on reproche souvent qu'elles sont un peu infantilisantes. Est-ce que c'est pratiquement nécessaire d'infantiliser pour amener les gens à adopter des comportements de protection ? Je pense pas. Je ne suis pas favorable à ce type de communication. Je suis persuadé que l'immense majorité des gens sont capables de comprendre un discours qui explique une décision. Pourquoi on confine, pourquoi on propose, on recommande fortement une vaccination, par exemple. Pourquoi à tel ou tel moment il faut porter le masque ou pas porter le masque, même si on peut se tromper, et encore une fois il y a des incertitudes. Mais je pense je suis beaucoup plus favorable à une communication pédagogique la plus claire possible et complète. Est-ce que ça a été suffisamment le cas ? Non. Qu'est-ce qu'il faut Non, je pense que je ne veux pas critiquer trop parce que franchement... Non, mais c'est pas une critique, c'est un constat pour faire mieux demain. Oui, absolument. Je veux dire, c'est pas facile pour les politiques non plus. Hein. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, la communication aurait pu être plus pédagogique. Mais en même temps, si je puis dire, les politiques nous ont demandé à nous de faire de la communication, et ce qui était très bien. Moi, quand j'ai accepté de prendre une responsabilité d'expertise, de conseil sur la vaccination, c'était associé avec la communication. Donc, je pense que je ne vais pas faire de l'autosatisfaction collective, mais je pense que les interventions de Delfrécy et de quelques autres de ma part étaient complémentaires et absolument indispensables, et peut-être un peu mieux entendues que la communication des politiques, dont on sait qu'ils sont soumis en permanence, pour des raisons justifiées ou non, à de la défiance. Et la notion de confiance est absolument essentielle. Et c'est pas pour dire que la population avait massivement confiance dans les scientifiques, mais enfin quand même, il y avait un certain niveau de confiance, et puis cette confiance, on peut l'entretenir justement par une communication entre guillemets de qualité, et capable d'exprimer des doutes, mais aussi des recommandations quand les éléments sont suffisants pour les proposer. Vous n'avez pas quand même un peu érodé votre capital confiance, vous les scientifiques avec un grand S ? J'aurais plutôt envie de penser le contraire, même si je sais que cette idée est courte, mais finalement, en France, en tous les cas, si on se met avant 2019, on n'a pas eu, à ma connaissance, de circonstances où on a vu autant s'exprimer de scientifiques dans les médias, donc parfois pas très bien, mais quand même globalement, on a eu recours à des experts, une communication, encore une fois, totalement libre, ou une communication qui se rapprochait de l'expertise transmise aux gouvernants. Donc peut-être que la population, une fraction importante de la population a plutôt saisi que l'expertise scientifique, c'était un élément indispensable de la décision politique, en sachant que chacun a sa place. Les scientifiques n'ont rien à faire dans les décisions politiques, rien. Et les politiques, pour des très bonnes raisons, peuvent prendre une décision qui va à l'encontre d'un avis ou d'une recommandation d'experts scientifiques, mais de comprendre que c'est absolument indispensable. Je pense, donc je vais plutôt dans le sens inverse. Avant de passer la parole à la salle pour des questions, je voudrais savoir s'il y a un pays qui a fait beaucoup mieux que les autres. Oui, mais avec des circonstances très particulières, c'est la Nouvelle-Zélande. Dans beaucoup de domaines, ils font beaucoup mieux que tout le monde. C'est une île relativement peu peuplée, donc ils maîtrisent quand même globalement bien une épidémie, et ils ont peu de cas. L'Australie, à un moment, a fait bien pour la même raison, mais ils sont plus gros, mais ensuite ça a tourné moins bien. La Corée du Sud a fait pas mal, mais aussi dans un contexte de culture qui n'est pas la nôtre. Et je pense que les mesures de contrainte qui ont été prises là-bas ou à Singapour, par exemple, sont de nature telle qu'on ne peut pas les prendre en Occident. Et en plus, il faut dire qu'ils avaient l'expérience du SRAS antérieur. En Europe, les Allemands ont fait un petit peu mieux que nous. Peut-être grâce à leur tissu scientifique, j'y reviens un instant, parce qu'ils ont un financement de la recherche scientifique qui est supérieur au nôtre, et que par exemple il y a à Berlin un virologue, un très grand virologue qui s'appelle Christian Drosten, qui était le premier au monde à mettre au point les tests diagnostiques. Je ne suis pas sûr que Christian Drosten aurait vu ses recherches financées en France avant 2020. Et en Allemagne, il était là, et il a permis aux Allemands d'avoir plus vite que nous des tests diagnostiques. Puis, par ailleurs, les Allemands, ils ont un système de production qui n'a pas été tout à fait externalisé comme chez nous. Donc ils avaient plus de matériel, plus de masques, etc.
Et puis en Allemagne aussi, c'est là que certaines recherches sur les vaccins ont pu être menées avant que ça devienne industriel, aussi pour les mêmes raisons. Mais cela dit, ayant dit cela, la France a fait plutôt bien. Personne n'a fait très bien, 150 000 morts, c'est quand même lourd, et près de 900 000 personnes hospitalisées quand même. Bon, et toutes les conséquences que l'on connaît, psychologiques, psychiatriques même, qui sont lourdes, notamment je pense aux adolescents en particulier, et puis par ailleurs sur un autre plan économique, etc. Mais si on se compare à nos voisins, avec une petite nuance pour l'Allemagne, on a fait plutôt bien en nombre, quels que soient les éléments d'évaluation que l'on prenne. Pardon. Hélène ? Oui, mais écoutez Anne, je pense que ce passionnant échange va susciter nombre de questions, donc n'hésitez pas à vous manifester. Moi, j'avais juste envie très rapidement de vous interroger sur les Covid longs. Là aussi, est-ce que la connaissance a progressé ? C'est un sujet difficile. J'en suis pas un expert par ailleurs, mais bon, je lis un peu sur la question. Il y a indiscutablement une fraction non exceptionnelle de personnes, surtout adultes, très peu les enfants, qui, après un Covid, continuent à avoir des symptômes de nature diverse. Par exemple, avoir des problèmes vasculaires, problèmes respiratoires, dont on a du mal à comprendre pour l'instant la cause. C'est encore l'objet de beaucoup d'efforts de recherche, de compréhension. Est-ce que c'est le virus qui persiste à bas bruit? Est-ce que c'est une réponse immunitaire anormale qui persiste? Est-ce qu'il y a une composante psychogène? Probablement un peu de tout ça, et probablement derrière le vocable « le Covid long », il y a probablement plusieurs entités. Mais c'est vrai que c'est une sérieuse question médicale et sociale pour la période actuelle. Et au passage, la vaccination, sans être parfaite, à nouveau, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même très efficace pour protéger contre les formes graves de la maladie. Elle est un peu pour protéger contre l'infection, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et puis, elle protège aussi contre le Covid long. C'est pour ça que je le mentionne. Merci, professeur. Une question ? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Voilà, je voulais vous demander, pour une personne qui est en comorbidité, qui a 2 problèmes, qui a un cancer chronique et un diabète chronique, et qui en est à sa 4e, qui a été vaccinée 4 fois. Et on lui propose un 5e vaccin qui va sortir, paraît-il, ce mois-ci. Son pharmacien lui a conseillé et il veut la revacciner 5e fois. Alors, est-ce que c'est Alors, nécessaire qu'est-ce ou pas, que vous une en dites? C'est un très bon conseil. Alors ça effectivement, ça on se dit 4 fois, 5 fois, 6 fois, comme ça ne va jamais s'arrêter cette affaire. D'abord, on n'en sait rien, d'une part, mais d'autre part, c'est pas grave. Si vous réfléchissez à ce qui se passe pour la grippe, pour les personnes parmi nous qui ont plus de 65 ans, moi j'ai un peu Elle aura aussi la grippe. Je ne sais pas combien de fois je t'ai vacciné contre la grippe, mais à mon avis, une fois. Personnellement, je ne sais pas, au moins une dizaine de fois, je ne sais pas compter. Ah, oui. Je suis une fois par an, etc. Donc voilà. ce n'est pas gênant. Évidemment, on aimerait bien avoir, pas ces petites piqûres, mais c'est très utile. Pourquoi c'est très utile? Surtout dans la circonstance que vous évoquez, parce que 2 facteurs de risque amènent cette personne avec le virus actuel, même s'il est beaucoup moins dangereux que ceux qu'on a eus au début de la pandémie. Le risque d'être hospitalisé, il est réel, et même malheureusement, le risque d'aller en service de soins intensifs et de décéder. C'est ça. Donc l'inconvénient, qui est quand même minime, de recevoir une injection, mais qui va protéger cette personne à au moins 90% du risque de faire une forme grave de la maladie, c'est quand même cet avantage, il est évidemment, il surpasse de beaucoup de l'inconvénient de la piqûre, qui par ailleurs n'entraîne quasiment pas d'autres effets secondaires. Et alors le vaccin, il existe, il est déjà disponible depuis le 3 octobre. Il n'est pas présent encore en très grande quantité, mais si vous pouvez prendre rendez-vous sur les plateformes, aller chez votre pharmacien. Oui, le pharmacien m'a dit que ça va sortir là. Oui. Et... On peut avoir une autre question peut-être? Monsieur au 3e rang, ici. Ah. Il avait déjà demandé. Très bien. Et ensuite, monsieur, s'il vous plaît. J'avais demandé, oui. Je voudrais un conseil clair sur la possibilité de réaliser en même temps la vaccination antigrippale et la vaccination bivalente avec le nouveau vaccin du Covid. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des enquêtes épidémiologiques sur le nombre de décès
liées à des retards de diagnostic pour des pathologies graves ou des non-diagnostics de pathologies pendant la période du Covid? Alors, sur la première question, la réponse est tout à fait claire. On peut recevoir le même jour, à 1 minute d'écart. Un de chaque côté? Un de chaque côté, comme vous voulez. Les 2 injections, c'est bien mon intention à titre personnel. Le vaccin antigrippal va devenir disponible le 18 octobre. Oui. Donc, c'est très bientôt. Donc, mon intention personnelle, c'est le 18 octobre, dans une pharmacie à Paris, quelque part, d'avoir les 2 injections. Alors, au-delà de l'anecdote personnelle, la réponse est oui, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites l'année dernière. Bon, d'abord, il y avait beaucoup d'arguments théoriques pour penser que ça ne posait pas de problème, et puis on vaccine simultanément contre plusieurs maladies infectieuses depuis des années et des années, y compris les petits-enfants. Ça se passe très bien, et c'est efficace. Mais ça a été étudié très précisément en étudiant des patients vaccinés le même jour versus des patients vaccinés à 1 mois d'écart, etc. Donc, aussi bien en termes de tolérance de la vaccination que d'efficacité, il n'y a aucune différence. Donc ça vaut la peine, c'est pratique, tout simplement. Votre seconde, et puis ça permet de ne pas oublier, votre seconde question, est-ce qu'il y a des études qui permettent aujourd'hui de chiffrer le prix à payer d'avoir eu les hôpitaux à un moment débordés, en tous les cas, avec une charge très très lourde liée aux infections par le Covid, retard de diagnostic de cancer, etc. La réponse, à ma connaissance, sérieuse aujourd'hui est non. On n'a pas encore mais c'est effectivement une question extrêmement importante. Je pense qu'on aura des données. En tous les cas, je n'en dispose pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, monsieur, on vous écoute. Merci, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions supplémentaires aux quelques mots que vous avez dit à la fin sur le type de protection obtenue avec ces vaccins injectables? Type de protection, quelle cible, etc. Merci. Ces vaccins, comme d'ailleurs les autres vaccins, sur ce plan, il n'y a rien de différent, ils induisent l'activation des cellules du système immunitaire. Il y a 2 types de cellules schématiquement qui se mettent en jeu, ce qu'on appelle les lymphocytes B qui produisent des anticorps et les lymphocytes T, l'immunité cellulaire. Et on sait que ces 2 armes, au sens propre d'ailleurs, de défense sont importantes pour combattre le Covid. Et les 2 sont activés par le vaccin, donc c'est très très bien. Donc on a des anticorps, pendant un certain temps, qui sont capables de neutraliser le virus qui circule dans notre corps, qui arrivent jusqu'au nez, à la gorge, et qui permettent, le temps qu'il y en ait assez, de même pas être infecté du tout. Et on a des cellules, des globules blancs dits mémoire, c'est la mémoire du système immunitaire, c'est le principe de la vaccination. Depuis 200 ans, on vaccine parce qu'il y a une mémoire du système immunitaire, même si on ne savait pas il y a 200 ans. Donc on a des globules blancs mémoire qui, si jamais on est infecté, tac, ils se mettent en jeu, ils vont combattre le virus et ça évite une forme grave de la maladie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, plusieurs mains se lèvent, donc... Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais une double question. La première, c'était sur les médicaments, parce qu'on parle beaucoup de la vaccination. Est-ce qu'il y a des thérapies médicamenteuses en cours et qui pourraient évoluer rapidement? Et la deuxième question, c'est sur les femmes enceintes. Quel est l'impact aujourd'hui? Quel est le risque? Voilà. Merci. Alors, pour les médicaments, les succès sont nettement moins spectaculaires que pour la vaccination, bien que, il faut savoir, contrairement à ce qu'on a dit parfois, il n'y a pas eu de volonté de négliger la recherche sur les médicaments, sauf que je trouve que c'est plus difficile. Pour le virus, celui-là, ça a moins bien marché, par exemple, pour le HIV, où on a la situation inverse, où on a des médicaments efficaces sur le virus, mais on n'a toujours pas de vaccin. Mais ça dépend des difficultés et des contraintes dans le domaine de la recherche. Donc aujourd'hui, on dispose d'anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps équivalents de ce que nous pouvons faire naturellement, qui ont une certaine efficacité, mais ça dépend des variants. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une voie intéressante de prévention de la maladie après contact pour les personnes à haut risque, âgées ou par exemple les transplantés qui répondent peu à la vaccination. Et il y a un médicament avéré efficace, qui s'appelle le Paxlovid, qui vaut la peine d'être pris par les personnes à risque, âgées encore une fois, dans les 5 jours après le début de l'infection. Et il y a plein de recherches en cours, et il y aura de nouveaux médicaments probablement à venir. Pour les femmes enceintes, merci d'avoir posé la question, parce que c'est un sujet sensible, et je pense que les femmes enceintes ne sont pas toujours encore assez conscientes de l'importance de la vaccination. La vaccination des femmes enceintes, et c'est bien d'avoir un rappel après 20 semaines, donc la dernière partie de la grossesse, protège les femmes contre les formes sévères de Covid. Les femmes peuvent mourir de pneumonie
Il faut le savoir, même des femmes en bonne santé, en tous les cas, très gravement malades. Moi, j'en connais une personnellement au début de l'infection. Donc, c'est très important que les femmes se vaccinent. Il n'y a aucun effet secondaire identifié maintenant sur des millions de cas analysés de par le monde. Et ça protège le bébé. Le bébé peut faire des formes sévères de Covid. Et la vaccination de la maman protège à 60-70%, c'est pas parfait, mais protège le bébé dans les 6 mois, pour les 6 premiers mois de la vie, sans aucune conséquence pour le bébé. Donc la vaccination des femmes enceintes, comme pour la grippe, est indispensable. Merci beaucoup, professeur. On vous applaudit. Merci beaucoup, Anne. C'était passionnant. Si vous avez d'autres questions, parce que vous êtes très nombreux et nous n'avons pas pu prendre toutes les questions, je pense que vous pouvez rester quelques minutes avec nous, donc au niveau de la galerie qui, je vous le rappelle, vous présente de très nombreuses actions, innovations, animations, donc surtout allez découvrir tout ce que ont préparé nos partenaires. Voilà, et nous on se retrouve dans quelques minutes donc pour évoquer un autre sujet majeur qui est le sujet du cancer et sa prise en charge pluridisciplinaire. Merci, à tout de suite.